Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chaîne Mes Pièces Auto. Pour cette première vidéo, nous allons voir comment acheter une pièce pour son auto ancienne. C'est tout de suite. Alors dans le cadre d'une recherche de pièces pour son auto ancienne, on distingue deux grandes familles. La recherche de pièces pour son auto ancienne dans le cadre d'une restauration full stock et dans le cadre d'une préparation. Alors dans le premier cas, on va chercher à restaurer la fiabilité, les spécifications et l'agrément du moteur d'origine. Alors que dans le deuxième cas, on va avoir beaucoup de cahiers des charges différents, autant quasiment que de propriétaires d'auto, puisqu'on aura des applications différentes, courses de côte, rallye, circuit amateur, avec des envies qui vont être différentes, c'est-à-dire puissance extrême et peut-être un peu moins de fiabilité, ou alors puissance augmentée, mais fiabilité toujours au rendez-vous. Donc on aura énormément de cahiers des charges différents. En tout état de cause, la chose la plus importante qui concerne ces deux familles, c'est que quand vous cherchez une pièce pour votre auto, il faut tout d'abord créer votre cahier des charges, c'est-à-dire de savoir d'où vous partez et où vous souhaitez aller. À défaut de se créer un cahier des charges, c'est comme si vous souhaitiez réaliser un plat sans connaître la recette, sans connaître les ingrédients. Il y a assez peu de chances qu'on arrive au bon résultat. Avec un moteur, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors je vais vous dire une phrase tout de suite qui va résumer grosso modo l'ensemble de la vidéo, mais elle me semble très importante, c'est qu'un moteur à combustion, c'est un ensemble de pièces dont les spécifications ont été déterminées pour fonctionner ensemble. C'est-à-dire que chaque pièce en termes de dureté de matériaux, d'usinage, de méthode de fabrication a été déterminée pour fonctionner vis-à-vis en général des autres. Voilà. Et dès qu'on intervient sur un des paramètres d'une des pièces, on intervient en général sur toute la chaîne. Voilà, ça c'est un des paramètres importants. Tout de suite, on va passer au bon réflexe. Alors on va commencer par le premier mauvais réflexe et le plus répandu d'entre eux, qui est de s'arrêter à un prix, de prendre le prix comme vecteur de comparaison. Alors ça c'est vraiment un faux ami, ça fait le bonheur des faiseurs de marge et des marketeurs en tout genre, parce qu'on sait en plus que le plus cher rassure, donc c'est gagnant-gagnant mais pour la même personne qui est le vendeur. Donc il faut vraiment vous détacher de ça. Comme je vous disais, c'est un mauvais vecteur de comparaison de s'arrêter sur un prix brut. Je vous donnerai dans la deuxième partie, dans les bons réflexes, de voir ce qui est la cohérence du prix, ce qui est une analyse qui est beaucoup plus fine que de s'arrêter à un prix brut. En tout cas, vraiment oubliez ça comme base de comparaison. Voilà. Alors en deuxième mauvais réflexe, et on l'a tous eu un jour ou l'autre, c'est de s'arrêter à l'image de marque. Et dans l'auto ancienne, c'est de faire confiance à des mots comme motorsport, racing, engineering et autres. Ça n'importe rien à la qualité intrinsèque de votre pièce, ni à son mode de fabrication, ni à son mode de contrôle qualité. C'est vraiment créer un packaging. Je vais vous faire une analogie alimentaire, mais dans l'univers du café, qui est un produit de base, on a une célèbre marque qui a pris ce produit de base, l'a marketé, a fait des jolis packaging, vend ça dans des belles boutiques. Ça leur a permis d'augmenter fortement leur marge grâce à des pubs avec Georges, mais ça reste un produit de base. Voilà. Et ben dans l'automobile, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que de créer tout ce packaging, tout cet univers de sportivité, d'excellence et tout, ça vous emmène souvent à avoir des prix de vente qui sont très élevés pour des produits de base mécaniques qui peuvent être des soupapes et autres, par exemple, on en parlera dans la deuxième partie. Il faut vraiment vous détacher de ça. Voilà, alors je mets une petite annotation sur ce qui est la pièce d'origine, parce qu'aujourd'hui on a des gens sur le marché qui vendent des pièces dites fabriquées dans les moules d'origine et autres. Alors ça c'est assez peu probable dans le sens où la plupart de toute façon des outillages ont été détruits. Il y a beaucoup d'entreprises des années 70-80 qui n'existent plus, qui ont été rachetées parfois de multiples fois quand elles existent encore d'ailleurs, qu'elles n'ont pas déposé le bilan. Et donc ces outillages, ils ont en grande partie disparu. Auquel cas, il sera encore existant. Il est assez peu probable qu'un industriel prenne le risque de fabriquer une micro-série, que ce soit 1000 ou 2000 pièces, sans demander l'autorisation au constructeur. De toute façon, autorisation qu'on n'aurait tout bonnement jamais. Donc il faut être vraiment très vigilant. Quand vous achetez une pièce d'origine, je vais vous montrer un exemple. Elle doit être livrée dans son packaging. Alors celui-là a vraiment vécu, mais c'est pour vous donner vraiment un exemple. C'est qu'on a effectivement les logos qui vont bien, la pièce à l'intérieur qui va bien aussi, et surtout elle porte des logos ou des frappes dans les pièces de fonderie. Par exemple chez Renault, on a toujours le losange, souvent avec les lettres RN. Voilà. Il y a toujours un marqueur quelque part qui détermine que c'est bien une pièce d'origine. De toute façon, si elle est livrée comme ça
sans marquage, déjà c'est assez suspect pour une pièce d'origine. Elles sont voilà, toujours, un autre exemple, toujours livrées dans du boitage spécifique et même en récent chez Renault, on a toujours ça. Hein, c'est jamais livré dans un packaging brut, sans nom, sans rien. Voilà. Et je vais vous donner un deuxième exemple qui va sans doute vous parler, mais plutôt sur l'auto un peu plus récente. Quand vous achetez des pièces sur des sites un peu plus grand public, souvent vous avez le choix entre 2, 3, 4 marques. Et c'est fréquent, on a tous eu ce réflexe-là de dire bah, tiens, j'ai la marque A et B, la marque A est plus chère mais elle a meilleure réputation, je la connais mieux, je vais acheter la marque A. Vous achetez ça, vous recevez votre colis de la marque A, vous ouvrez et à l'intérieur vous avez une pièce de la marque B qui a été rebadgée. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer que l'image, la marque, les logos et autres, c'est souvent assez tendancieux dans la pièce auto. Il faut plutôt vous rapprocher de la technique et c'est pour ça qu'il faut savoir ce que vous cherchez, ça c'est important, et savoir où vous allez. Voilà. Et dans le troisième mauvais réflexe, c'est de penser qu'une pièce plus dure, plus renforcée, plus racing et autres, c'est toujours mieux. Alors ça, c'est pareil, c'est un mauvais réflexe. Je vous l'ai dit au départ, un moteur à combustion, c'est fait d'un ensemble de pièces mécaniques qui sont déterminées pour fonctionner ensemble. Intervenir sur l'une d'elles ou l'une des caractéristiques, ça va avoir une conséquence importante, souvent sur le reste. Hein. Et des fois même la destruction du moteur. Donc il faut vraiment être vigilant et regarder comment est faite votre pièce d'origine, essayer de comprendre pourquoi elle a été faite comme ça et pas penser qu'une pièce plus renforcée irait forcément mieux. Voilà, je vais vous donner un exemple qui est lié aussi avec une autre notion. On pense souvent qu'avec les technologies récentes, on fait mieux. Alors c'est vrai, on peut faire mieux avec les technologies récentes, mais ce n'est pas forcément approprié à un moteur qui a 30, 40 ou 50 ans. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être loufoque, mais c'est comme si aujourd'hui sur la Tour Eiffel, on allait mettre un rivet de dernière génération. Il serait sans doute plus résistant, mais il ne serait pas forcément adapté aux contraintes et aux cahiers des charges d'époque. Et vous voyez tout de suite que dans un moteur, ça peut être exactement pareil. Donc soyez très méfiants avec cette notion de renforcer, de plus dur et ainsi de suite. Alors c'est bien beau de vous dire ce qu'il ne faut pas faire, mais maintenant on va voir ce qu'il faut faire. Et la première des choses, la plus simple, la plus accessible, c'est d'être attentif à la description de l'article que vous souhaitez acheter, puisque avec Internet, on a le temps de pouvoir lire cette description-là. Ce n'est pas comme à l'oral où on peut parfois louper certaines données. Vous allez lire cette description d'article et vous pouvez aller voir, vous pouvez voir parfois des incohérences dans la description ou des informations partielles qui doivent vous donner envie d'aller plus loin. Je vais vous donner deux exemples que j'ai relevés au fil des années dans la pièce auto. J'en ai vu notamment un jour où c'est marqué « réalisé en acier allemand ». Donc ça doit vous alerter puisqu'on n'est pas dans le factuel. Réalisé en acier allemand, ça ne veut rien dire. L'acier allemand n'est pas meilleur que le français. Il y a simplement des équivalences entre matériaux, il y a des tableaux d'équivalence. Ce qu'il faut savoir, c'est en quel acier ça a été réalisé et surtout pourquoi. Voilà. Est-ce que ça a été traité? Pourquoi? Là, il faut vraiment vous poser cette question-là. La deuxième notion que j'ai notée, c'était pièces forgées taillées dans la masse. Alors là, encore une fois, ça me paraît un peu incohérent puisque quand on connaît un peu l'industrie, on sait que la forge, c'est une industrie qui est très chère, très lourde à mettre en place. Donc on ne va pas les forger une pièce pour ensuite aller la tailler masse derrière. Quand on forge une pièce, c'est pour lui donner des caractéristiques mécaniques propres, pour avoir une économie d'échelle, puisqu'on a souvent une pièce qui est semi-finie. Je vais essayer de vous mettre dans la vidéo la photo d'un vilebrequin semi-fini, sorti de forge, qui a été coupé en deux, où on voit la fibre qui suit effectivement la forme de la pièce. On voit très bien que derrière, il n'y a pas besoin d'aller la tailler masse. Donc quand vous voyez ça, ça doit vous alerter, vous dire tiens, il y a une incohérence, il faut que j'aille un peu plus loin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de voir un petit peu ces ficelles-là? C'est de se former et de s'informer. Alors se former et s'informer, on a aujourd'hui la chance d'avoir une base de données qui est énorme avec Google, d'aller pouvoir chercher des infos sur YouTube avec des vidéos de fabrication industrielle. Sur Google Book, on a des ouvrages qui ont été scannés. Si en plus vous maîtrisez la langue de Shakespeare, alors là vous aurez, ça va vraiment être open source. Vous allez pouvoir aller chercher des ouvrages très techniques, très complets, et ça va vous donner des clés. Voilà. Sinon, vous avez aussi des ouvrages papier. Hein, je vais vous en présenter un qui est bien sûr très connu, La préparation des moteurs de Patrick Michel, où là vous avez beaucoup d'infos sur le montage des moteurs,
éventuellement des conséquences sur des changements par exemple des profils de pièces dans les arbres à cames et ainsi de suite. Vous avez des infos assez techniques. C'est moins destiné à la fabrication de pièces, c'est plus sur vraiment forcément la préparation moteur. Sinon, vous avez la technologie des moteurs à combustion interne. Ça a été écrit par Christian Clot, qui est ingénieur des arts et métiers, qui a travaillé sur les V6 PRV. C'est orienté vraiment fabrication de pièces et c'est vraiment très accessible. Et je vais vous en présenter un dernier qui est Technologie du turbocompresseur, donc qui était un ouvrage qui va traiter de la thermodynamique des moteurs turbocompressés, bien sûr, tout ce qui est la suralimentation, les maps compresseurs et autres. Donc c'est un ouvrage qui est indispensable et encore une fois qui est accessible pour tous les fans du moteur turbo. Alors une fois que vous avez les clés sur la fabrication de votre pièce, la technologie de fabrication, vous avez quelques bribes d'infos, vous avez passé 2 heures à chercher, vous dites bah, c'est bien bon, mais qu'est-ce que j'en fais? Bah, c'est simple, vous faites comme moi, vous prenez votre dernier smartphone, voilà, et vous appelez le professionnel. Voilà. Alors en tant que pro, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'on a toujours le client de la semaine qui nous pose la question dont on ne connaît pas la réponse. Mais en tout cas, sur les questions de premier ordre, c'est-à-dire les matériaux, les traitements, le cahier des charges et autres, le pro qui s'est occupé de cette refabrication est à même de vous répondre. Voilà, donc ça vous permettra aussi de voir si c'est un revendeur ou quelqu'un qui a été à la genèse, on va dire, du projet de refabrication de pièces. Ça vous permettra d'avoir un échange technique et un échange factuel. Voilà, ça c'est vraiment important. De toute façon, entre tous les professionnels, on a des vecteurs qui sont communs, qui sont les lois de la physique et les lois des matériaux, c'est-à-dire que personne n'a rien inventé. Et on est tous soumis aux mêmes lois physiques, donc aux mêmes conséquences. Voilà. Donc, encore une fois, la technique, ça vous donnera des clés universelles envers tout le monde et ça vous permettra de comparer les pièces A et B, contrairement à ce que je vous ai dit avant, le prix, l'image et autres, qui sont vraiment des facteurs qui sont subjectifs. Et le dernier point, à mon avis, le dernier bon réflexe, c'est d'aller regarder la cohérence du prix. Alors, la cohérence du prix, ça veut dire quoi? C'est de s'attacher à 4 variables: le matériau, l'approvisionnement en matériaux, c'est-à-dire la quantité, l'outillage et la main-d'œuvre. Une fois que vous avez ces 4 variables, vous pouvez quand même bien dégrossir et comparer aussi certaines pièces. Alors, je vais vous prendre 2 exemples, les soupapes et les collecteurs d'échappement. Les soupapes, on va prendre le cas d'un jeu à 150 € et le cas d'un jeu de soupape dit compétition forgé à 350 ou 400 €. Face à ça, vous allez faire vos recherches, vous allez voir que les soupapes, elles sont fabriquées par Upset Forging en général. Donc c'est une forge, c'est un fil d'acier à soupape qui est chauffé par induction et frappé pour former la tête de la soupape. Ou alors vous avez l'autre cas des soupapes bimétalliques qui sont frappées d'un côté et soudées par friction de l'autre côté. Voilà, ça c'est la grande famille de fabrication de soupapes. Vous allez voir qu'entre A et B, comme on monte les soupapes dans le même moteur, eh ben, on a les mêmes dimensions, même diamètre de tête, même hauteur et même diamètre de queue. Donc on n'a pas de différence en quantité de matériaux. Et puis en main-d'œuvre, on a peu de main-d'œuvre sur une fabrication de soupapes, puisque c'est des processus qui sont automatisés et les outillages ne sont pas non plus extrêmement chers. Donc factuellement, quand on est face à ces 2 offres, on n'a rien qui explique cette différence de tarif du simple à 2 fois et demi. Voilà. Alors on pourrait se dire, est-ce que la soupape forgée, tiens, elle est meilleure, elle est plus résistante? Ben non, puisqu'en fait, même la soupape à 160 €, elle est fabriquée de la même manière. Enfin, le jeu de soupape à 160 € est fabriqué en Upset Forging. Donc on n'a rien vraiment factuellement à quoi se raccrocher. Quand bien même on aura une différence de matériaux entre A et B, il faudrait quand même vous poser la question de savoir ce que le prix du matériau représente dans la fabrication. Et ce n'est pas ce qui explique une différence de 2 fois et demi. Hein. C'est une des variables. Et il faudrait aussi vous poser la question de l'intérêt technique d'avoir un tel matériau dans votre moteur. Voilà. Je vais prendre l'exemple inverse de 2 collecteurs d'échappement inox, un à 350 € et un à 1000 €. Et là, encore une fois, on va passer par ces 4 variables. On va se dire, tiens, quel est le matériau? C'est de l'inox 301 d'un côté ou 304 et 316. Donc déjà, on peut avoir une différence là. On va regarder en quantité matériaux. Tiens, on a un collecteur qui fait 4 kg, l'autre qui en fait 7. Là, il peut y avoir une explication. L'outillage, il y a assez peu d'outillage. En général, c'est des collecteurs qui sont faits main, qui sont manufacturés. Et par contre, on a beaucoup de main-d'œuvre, une main-d'œuvre qui est très qualifiée, très chère, avec en plus des consommables à côté, du métal d'apport et autres. Donc là, on a fait le tour de ces 4 variables. Si on a une différence de poids, effectivement, de l'un à l'autre,
là, ça doit vous alerter puisque ça veut dire qu'il y en a un qui a mis moins de matériaux, donc forcément moins cher. Ça veut surtout dire que si votre collecteur est plus léger, il va monter plus en température, paramètre technique important. Et puis c'est sans doute qu'on a des tubes qui sont plus fins et qui sont sans doute plus faibles. Voilà. On n'a pas d'économie d'échelle, c'est-à-dire que passer de 1000 € à 350, on ne peut pas se dire tiens, c'est parce qu'il y en a un qui a automatisé le processus et l'autre qui le fait manuellement. Et on ne serait jamais dans ces échelles-là de différence de tarifs. Ça doit vous alerter sur l'incohérence du tarif de l'un par rapport à l'autre. Hein. On peut avoir une différence matériaux, on peut avoir une différence de poids, et puis on peut avoir peut-être une petite différence de marge, c'est possible. En tout état de cause, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est d'additionner, on va dire, le coût matériaux que vous supposez, 5 kg d'inox de tel type, ça vaut à peu près tant. J'estime qu'il faut à peu près tant d'heures pour faire un collecteur. Hein. Encore une fois, vous allez gratter à peu près le temps de développement d'un collecteur. Il y a un peu d'outillage, il y a effectivement beaucoup de main-d'œuvre. Quand vous additionnez ça, si vous arrivez aux 2/3 ou aux 3/4 du prix final du collecteur le moins cher, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part, puisqu'en fait, il faut ajouter à ça des coûts cachés, c'est-à-dire le coût de transport de l'usine au stockage. Il faut ajouter à ça la TVA, la marge de la personne qui vend, puisqu'on est professionnel, il faut quand même qu'on gagne notre vie. Et là, vous verrez qu'il y a une incohérence de tarifs. Donc, encore une fois, avec des vecteurs techniques, on arrive souvent à déterminer le vrai du faux et d'arriver à des choses, en tout cas à choisir la pièce qu'il nous faut. Alors, en résumé de cette vidéo, n'oubliez pas, le moteur, c'est un ensemble de pièces qui est fait pour fonctionner ensemble. Changer un des paramètres techniques, ça entraîne des conséquences sur l'ensemble moteur, ou en tout cas sur les pièces avoisinantes. Donc ça, c'est très important. Attachez-vous toujours à des vecteurs techniques quand vous comparez des pièces et surtout, appelez les gens, posez des questions techniques, allez dans le détail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si tel est le cas, on en fera sans doute beaucoup d'autres. Si vous avez eu quelques parasites sonores, je m'en excuse parce qu'effectivement, on a une route très passante pas très loin. Donc, on va essayer d'améliorer ça dans le futur. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.